Sur cette chaîne, on dit du bien des obligations chinoises depuis plusieurs années, et à raison puisqu'elles ont très bien fonctionné par rapport aux obligations américaines ou allemandes, surtout l'année dernière. Sur ce graphe, vous pouvez voir qu'elles ont explosé tous les scores. Et je ne vous ferai pas l'affront d'afficher la performance face aux obligations françaises. Dans une conférence que j'ai faite en duo avec Charles Gave, on expliquait également que l'inflation n'avait pas montré le bout de son nez avant 2021, essentiellement car nous avions importé la baisse des prix depuis l'Asie pendant 20 ans. Voici la démonstration. Depuis grosso modo l'an 2000, les réserves de change de la Chine ont explosé à la hausse. Cela signifie que l'Union européenne et les USA ont obtenu des objets pas chers en importation en échange de l'émission de dettes qui ne leur auront rien coûté puisqu'elles sont émises en euros et en dollars. Nous avons donc eu la production chinoise et asiatique contre rien, car la Chine de 2000 à 2015 a également maintenu des taux de change très bas contre l'euro et le dollar. D'ailleurs, cela surprenait beaucoup de gens en Occident qui trouvaient un peu bébête de financer le pouvoir d'achat des petits blancs en maximisant la production industrielle du pays aux dépens du niveau de vie de sa propre population, puisque cette production était bradée à l'Occident. Étrange. Et puis, un beau jour, bizarrement et à la surprise générale, la Chine a changé de braquet et a décidé que le yuan pas cher, c'était fini, ce qui n'a pas manqué de surprendre tout le monde. Mais alors, que s'est-il passé ? Eh bien, la Chine n'a pas vendu sa production contre rien en réalité. C'est juste qu'elle n'a pas été payée en obligation, mais en usine. Tant qu'elle a maintenu les taux de change bas, l'Occident s'est fait une joie de délocaliser ses usines en Chine et en Asie pour maximiser le pouvoir d'achat de sa population sans la faire travailler de trop. Si je le dis en provoquant un peu, la Chine a financé le passage aux 35 heures des petits Français en échange de la désindustrialisation de la France. C'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà. Maintenant que les populations asiatiques ont trimé pendant plus de 20 ans et que le gros de la désindustrialisation a été faite, puisque le nombre d'usines dans l'Union européenne a sensiblement baissé, les pays de la zone que j'appelle la Chine étendue ont probablement décidé d'arrêter les frais. En conséquence de quoi, on commence à voir la somme des réserves de change des banques centrales de ces pays commencer à baisser significativement. Et si nous assistons bien à ce moment où la Chine étendue se dit qu'il serait quand même sympa de remonter les taux de change du yuan, autour duquel gravitent toutes les monnaies asiatiques de la Chine étendue, donc essentiellement hors Japon, nous allons assister à la poursuite de la hausse des obligations chinoises car le rendement de ces titres pourrait bien continuer de baisser, ce qui est haussier pour le cours de l'obligation, et l'appréciation du taux de change va également pousser les cours de ces actifs vers le haut. Le plus triste pour l'Union européenne, c'est que la crise avec la Russie conduit à réorienter les flux d'hydrocarbures russes, anciennement dédiés à l'Europe, vers la Chine étendue. Les Européens vont donc financer la croissance chinoise 2 fois. De 2000 à 2020, on leur a donné nos usines, et de 2020 à 2030, au moins, on va leur donner notre énergie. Dans les deux cas, je rappelle que l'on n'a pas su remplacer par des nouvelles industries l'exportation d'industries vieillissantes, et que dans le cas de l'énergie, on ne sait pas non plus remplacer les hydrocarbures russes qui partiront en Chine par autre chose. La poursuite de l'appauvrissement de l'Union européenne va donc se poursuivre inexorablement. Autre conséquence désagréable, puisque le marché des hydrocarbures se fragmente au niveau mondial, entre un marché occidental et un marché du bloc des méchants, cela va accélérer la transition d'un marché d'hydrocarbures en devises hors dollar. Et cela tombe bien car la Chine s'emploie depuis des années à mettre tous ces outils en place pour devenir une place incontournable de cotation du pétrole en yuan, avec une convertibilité en or. On voit ça venir depuis longtemps sur cette chaîne puisqu'une de mes premières vidéos sur la fabrication d'une sorte de pétro-yuan date du 15 avril 2018. C'est pas pour me la péter, mais voici un extrait quand même. Et flash actu que la bourse de Shanghai avait lancé des contrats futurs sur le pétrole pour pouvoir trader le pétrole en yuan. Il faut également se rappeler que depuis avril 2016, la Chine propose une cotation de l'or en yuan. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est plus moi qui fais le montage des vidéos, mais Grand Angle Production, et c'est très bien ainsi, mais aussi que la Chine déroule sa stratégie tranquillement avec tout le soutien de l'Union européenne, involontaire certes, mais néanmoins très efficace et soutenu. Après, il est vrai qu'investir en Chine présente des risques. Puisque les grandes forces géopolitiques se reconfigurent, il n'est pas étonnant de voir des guerres éclater comme c'est le cas avec l'Ukraine. Ce pays est malheureusement celui dans lequel se déroule un enjeu de puissance qui concerne les USA et la Russie.
Les Ukrainiens en font les frais, mais ils n'ont aucune chance de profiter des gains de puissance qui seront accordés aux vainqueurs de cette crise. La crise ukrainienne n'est que le premier domino de la grande histoire à tomber. Et en parlant de domino, la Chine sait très bien qu'elle est juste derrière la Russie en termes de sujet de préoccupation pour les USA. D'ailleurs, jusqu'à ce que la Russie déclenche le conflit ukrainien, c'était bien la Chine qui était pointée du doigt par Washington comme première puissance rivale de laquelle elle se méfiait. En matière d'investissement, il est peu probable que ce soit la Chine qui prenne des mesures contre ses investisseurs étrangers en obligations, car toute arrivée volontaire de capitaux étrangers vers les obligations chinoises lui permet d'asseoir la crédibilité du yuan. Comprenez bien que si l'achat d'entreprises via les marchés actions par des étrangers peut poser un problème de souveraineté, ce n'est pas le cas pour les obligations d'État. C'est pour ça que je peux être frileux sur les actions chinoises, mais que je ne m'inquiète pas spécialement pour mes obligations chinoises. La monnaie et la propriété des entreprises, c'est deux sujets différents qu'il ne faut pas mélanger. Par contre, la réciproque n'est pas vraie. Si les USA ou l'UE rentrent dans une crise politique aiguë ou pire, dans une guerre, il est possible qu'ils fassent comme avec la Russie et qu'ils gèlent les actifs de leur population. Cela peut sembler ironique car ce sont les pays libres qui seraient le plus prompts à renier le droit de propriété de leur population. Mais la crise russe nous a démontré qu'ils en sont tout à fait capables. Pour mitiger ce risque, nous avons deux grandes pistes. Posséder ces titres depuis des institutions à l'extérieur de l'Union européenne et ensuite diversifier cette poche d'actifs antifragiles avec de l'or. Pour autant, même si vous ne voulez pas d'obligations chinoises, quelle qu'en soit la raison, je ne vois pas pourquoi vous souhaiteriez conserver des euros. Le sujet est donc de protéger votre épargne de cette monnaie unique. Pour cela, vous pouvez effectivement vous exposer à d'autres devises. Cela peut paraître un peu compliqué en France, mais dans un grand nombre de pays comme la Suisse, avoir un compte multidevises, c'est juste normal. C'est pour cela que nous vous incitons aussi à prendre un compte à l'étranger. Cela peut vous apporter différentes facilités pour faire circuler votre épargne. Ensuite, il reste les actifs tangibles. Lorsque vous achetez des biens réels, sans faire du levier avec un crédit, vous pouvez raisonner en termes d'offres et de demandes sur ces biens pour estimer s'ils vont conserver, perdre ou gagner de la valeur, indépendamment des turbulences monétaires que les institutions du pays vont vous faire vivre. N'oubliez pas que ce que l'on appelle la politique monétaire, en Europe ou aux USA, a essentiellement pour objet de vous faire les poches sans vous le dire. Que ce soit par l'inflation ou la déflation, le sujet c'est bien d'effacer les dettes de l'État aux dépens de votre épargne. C'est précisément pour cela que les pays de la Chine étendue ont des réserves de change importantes. Ils ont parfaitement compris avec la crise asiatique qu'avoir des dettes dans une monnaie étrangère, pour ne pas citer le dollar, c'est s'exposer à la politique monétaire américaine qui ne manquera pas de profiter aux investisseurs étrangers en dollars. Si vous voulez en savoir plus, allez voir cet article sur l'Institut des libertés de Charles Gave. Il se passe la même chose en Turquie aujourd'hui. La Turquie a sauté à cause de son impossibilité de refinancer sa dette en dollars. Il était tentant d'emprunter pas cher à l'oncle Sam pour financer sa croissance, mais lorsque le taux de change se retourne, les dettes deviennent un poison impayable. C'est aussi simple que cela la finance. Si vous dépendez trop d'un pays dont vous n'êtes pas le souverain, au bout d'un moment, vous devenez son éternel obligé jusqu'à ce que faillite s'ensuive. Habituellement, les pays dans cette situation font faillite sur leur monnaie pour puger leurs dettes. C'est quelque chose de très courant. Mais dans le cas des pays de la zone euro, ce levier a été politiquement supprimé, ce qui revient de fait à être certain que ce ne sont pas les investisseurs qui sont rémunérés pour prendre des risques sur leur capital, qui perdront le gros de l'argent, mais bien la population des pays de la zone euro. C'est pour ça que je vous explique dans cette vidéo que la Chine et la Russie ont scellé une nouvelle alliance tout à fait contre nature dans l'histoire pour solder leur compte avec l'Occident.